Bonsoir à toutes et à tous, le stade Vélodrome de Marseille pour notre rétrospective des plus belles années de cet OM 89-90 et nous sommes le 28 avril 1990 et l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Mulhouse au stade Vélodrome. Un match très important pour les hommes de Gérard Gilly puisqu'ils sont coude à coude avec les Girondins de Bordeaux pour ce titre de champion de France. Et pour commenter cette rencontre, à mes côtés, André De Roca. La pression était vraiment à son maximum pour cette équipe olympienne. Oui, parce que les Olympiens, vous l'avez dit Sébastien, après avoir lutté longtemps avec Bordeaux, mais Bordeaux en tête et l'OM derrière, eh bien les Olympiens sont revenus en ce mois d'avril à hauteur de Bordeaux et on entame pratiquement le sprint final. Donc on sait que les Olympiens, tout au long de la saison, ont été redoutables à domicile. Ils ont souvent fait la différence, disons, allez, grosso modo, dans la première demi-heure de jeu. Et en recevant cette équipe de Mulhouse, qui est bien malade à ce moment-là, parce que les Mulhousiens entrevoient déjà la descente en deuxième division, ben on se dit que les joueurs de l'OM vont faire comme d'habitude, essayer d'imposer leur supériorité d'entrée pour ensuite laisser courir, jouer à la baballe tranquillement en attendant le sprint final. Alors la composition de cette équipe marseillaise, on va vous la donner. Dans les cages, Pascal Rousseau, Manuel Amoros, Enzo Francescoli, Franck Sauzet, Carlos Moser, Eric Dimeco, Jean Tigana, Didier Deschamps, Philippe Bercruis, Chris Waddle et Jean-Pierre Papin. Une équipe bien sûr entraînée par Gérard Gilly. L'équipe de Mulhouse. Alors l'équipe de l'OM, on n'y reviendra pas, hein, formidable potentiel offensif. Alors l'équipe du Mulhouse, il y a beaucoup moins de stars, hein, bien entendu. C'est Philippe Sens qui garde les buts. Il y a ensuite Neveu, Krancevic. Il y a Franck Priou qui est un attaquant et qui va faire une longue carrière sans jamais atteindre véritablement le sommet, mais un joueur utile, un joueur volontaire, un buteur, un joueur jamais battu. Il y a Duvernois qui n'est pas une star du football. Il y a Kaltz. Il y a Diringer, il y a Fichot qui a fait aussi par la suite une honnête carrière. Il y a Lemoine, il y a Dominique Keller qui n'a rien à voir bien entendu avec Marc Keller. Il y a une vieille connaissance, il y a Blaž Sliskovic que les supporters de l'OM connaissent bien, Baka, un garçon qui a fait un court passage à l'OM qui était d'un talent fou mais qui n'était pas véritablement un travailleur, hein. C'était plutôt le roi du flipper et du demi-panaché que le roi de l'entraînement. Mais c'est un excellent joueur doté notamment d'une frappe de balle assez remarquable sur les coups francs. Et l'équipe de Mulhouse est entraînée par un meneur d'hommes, Didier Noto. Voilà pour cette équipe de Mulhouse. Juste une petite précision, c'est bien Marc Keller qui est au milieu de terrain. C'est bien Marc Keller, effectivement. Il est bien présent, Marc Keller. Ouais. Parce que les Keller dans ces pays, dans l'Est, c'est un peu comme les Luciani en Corse, hein. Il y en a à tous les coins de rue. Bon, alors, oui, effectivement, c'est Marc Keller qui lui aussi va faire... finalement, c'est lui la star, hein, de cette équipe de Mulhouse. Ah oui, il va vraiment s'imposer. Attention tout de même à cette action olympienne avec Dimeco, la tête de Jean-Pierre Papin. Et c'est la première occasion marseillaise. Et ça passe à côté de la cage de Philippe Sens, et Marc Keller qui après deviendra le manager général de Strasbourg. Une belle carrière aussi au niveau un très bon joueur. Confirmera, qui a peut-être pas connu quand même la carrière qu'il aurait mérité de connaître pour différentes raisons, parce que vous savez qu'en football il y a aussi le facteur chance qui est très important. Lorsque vous êtes au mieux de votre forme, si vous avez du talent, il faut être dans l'équipe aussi qui permet aux sélectionneurs de vous regarder pratiquement tous les matchs. Et c'est sûr qu'à cette époque-là, Mulhouse n'était pas une équipe qui attirait des milliers et des milliers de supporters. D'ailleurs, ce soir-là, au stade Vélodrome, alors que l'OM joue la première place, il n'y a que 28 000 spectateurs. C'est dire que le stade l'ancien, celui où quand on crie, on se fait entendre, quand on criait, on se fait entendre, n'est pas... Oh, attention à ce centre. Oh, le ballon qui passe au-dessus. C'était Amoros et Francescoli qui attendaient cette balle. Je vous ai coupé, Dédé. Non, mais vous avez bien fait, mais là encore, c'est typique de la passe dite décisive. Francescoli est un des plus grands techniciens du monde. Amoros récupère un ballon difficile à négocier. Il fait une passe, mais ce n'est pas Francescoli qui reprend. C'est un défenseur qui met en corner et qui aurait bien pu mettre la balle au fond de ses filets. Oui, c'est passé juste au-dessus. Chris Waddle, lui, il attend ce ballon. Tranquillement, à la Chris Waddle, s'appuyant sur le... Il dirait toujours qu'il va s'évanouir, hein, le pauvre garçon. Il est...
mais il cachait son jeu. Et Chris Waddle pour frapper ce corner. La pression est marseillaise. Et le ballon beaucoup trop pour Carlos Moser. C'est pas fini. Eric Dimeco très offensif. Francescoli et le premier but marseillais. Alors qu'on joue seulement la 4e minute de jeu. Ça se sentait l'OM qui accélérait dès ce début de partie. Et une nouvelle fois c'est venu de la gauche d'Eric Dimeco. Parfait le centre d'Eric Dimeco et Francescoli qui s'impose au premier poteau de la tête. Avec peut-être une petite faute de main de Philippe Sainz qui a le ballon qui est sur la trajectoire et qui... Alors là on a encore l'exemple, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois et répété, notamment dans les émissions de la semaine en ballon, les hommes de couloir. À l'époque, on ne considérait pas Dimeco comme un homme de couloir, on le considérait comme un latéral gauche, simplement. Et vous avez vu l'importance quand même du défenseur lorsque son équipe attaque et surtout lorsqu'il a un pied gauche comme celui de Dimeco qui, en tant qu'ancien attaquant recyclé, a réussi une fois de plus parce qu'il a fait moult et moult fois pendant sa carrière à donner un centre parfait. Et ce genre de centre en retrait, on n'a rien trouvé de mieux pour embêter les défenses quand même. Et là ça s'est vu, cette équipe de Mulhouse menait 1-0 après 4 minutes de jeu. Alors on l'a dit, cette équipe de Mulhouse elle va connaître une saison extrêmement difficile, cette saison 89-90, puisque les Mulhousiens termineront derniers du championnat avec seulement 8 petites victoires au compteur, 19 défaites enregistrées et aussi la plus mauvaise défense du championnat, 58 buts encaissés. C'est énorme pour cette équipe de Mulhouse qui retrouvera donc la deuxième division au terme de cette saison 89-90. Et c'est vrai que lorsqu'on est condamné comme ça déjà à la deuxième division, qu'on vient au Stade Vélodrome en essayant quand même de se faire plaisir, en essayant d'aller chercher un résultat qui aurait été un exploit pour ces Mulhousiens en ce bel après-midi, et bien c'est vrai que débuter par un but encaissé dès la 4e minute de jeu, c'est dur. C'est pas la meilleure entame de match, c'est pas la meilleure entame de match, mais vous savez, 13 ans après, les joueurs de Mulhouse qui étaient sur la pelouse ce soir-là n'y pensent plus. Par contre, à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, ils pourront raconter qu'ils ont rencontré le grand OM au Stade Vélodrome, l'OM de Papin, de Waddle, d'Amouros, de Francescoli, de Sauzet. Donc vous vous rendez compte un petit peu les souvenirs pour des joueurs, on l'a déjà dit, pour qui la plupart n'ont pas fait une très très grande carrière. C'était d'honnêtes artisans du football, mais pas des superstars. Donc c'est quand même vainqueur, évidemment, ça aurait été sublime, mais même vaincu, c'est quand même pour eux aujourd'hui un très très bon souvenir. Et les Marseillais, toujours la possession du ballon, même si c'est récupéré par la défense de Mulhouse. Mulhouse fait partie je ne crois pas que depuis leur descente en 90, ils soient remontés en Division 1 d'abord et en Ligue 1 ensuite. Et Mulhouse a fait partie de ces clubs qui étaient toujours très bons au deuxième rideau, je veux dire, en deuxième division, hein, et qui avaient du mal quand même à rester parmi l'élite. Oh, vraisemblablement déjà, bien que l'argent n'ait pas encore pris une importance capitale. Oh, attention, Jean-Pierre Papin, il n'est pas signalé hors jeu. Tout le monde s'était arrêté, oui. Tout le monde s'était arrêté, mais Philippe Sainz, il a joué le coup à fond. Il s'est bien rattrapé tout à l'heure de sa faute de main, le portier mulhousien. Là, on le voit sur cette image. Et il est même peut-être à la limite de la surface de réparation. Non, mais bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu non plus au moment du départ de la balle, si Papin, évidemment à l'arrivée, il a l'air hors jeu de 3 mètres, mais ça veut absolument rien dire. En plus, c'était une des qualités de Papin, c'est qu'il avait un démarrage très très sec. Il gambergeait pas, hein, c'était pas un diesel, il n'avait pas la peine qu'il prenne de l'élan pour atteindre la vitesse maximale. Et c'est pour ça qu'il était très dangereux d'ailleurs. C'est que sur 10 mètres, il pouvait prendre 3 mètres à n'importe quel joueur. Sauzet, justement, Jean-Pierre Papin, il est bousculé, il essayait de faire l'extérieur là, épaule contre épaule, c'est ce que réclament les Mulhousiens. Je ne pense pas qu'il va tout de même sortir un carton jaune, non. En tout cas, c'est un coup franc pour cette équipe marseillaise. Un petit peu balancé, hein, quand même. Oui. Bon, le carton jaune aurait peut-être été sévère. Mais on a encore vu la vitalité, la vivacité de Papin qui a un temps de retard sur son arrière et qui arrive en coupant la trajectoire à récupérer la balle. Chris Waddle
Ce sera beaucoup trop pour Philippe Vercruis, le milieu de terrain marseillais qui aura lui aussi réussi une très belle saison cette année-là. Je vous rappelle que nous sommes le 28 avril 1990, que l'Olympique de Marseille, entraîné à cette époque-là par Gérard Gilly, est en course pour le titre de champion de France aux prises avec les Girondins de Bordeaux. Et les Marseillais ont un point d'avance à ce moment-là sur les Girondins de Bordeaux. C'est pour vous dire qu'il ne fallait pas gaspiller de points en route pour cette équipe olympienne. Et comme vous l'avez dit Dédé, comme à l'accoutumée, les Marseillais ont mis le turbo d'entrée. Ça évite de se compliquer la tâche face à des équipes aussi difficiles à manier qu'une équipe de Mulhouse qui est en bas de classement, qui joue surtout regroupée derrière. Faire sauter le verrou d'entrée, comme on dit, ça facilite la chose. Dimeco, Sauzé enjoue une touche de balle. Et un bon coup il y a vraiment une différence là, quand même, c'est net, hein. Ça saute aux yeux, il y a une différence de classe entre les Olympiens et les Mulhousiens qui sont là véritablement pour limiter les dégâts et qui ne peuvent pas grand-chose devant la maestria des joueurs de l'OM, qui ne sont jamais plus forts que lorsqu'ils voient que l'adversaire est à leur portée. Évidemment, à ce moment-là, toutes leurs qualités techniques ressortent, leur qualité de jeu collectif, parce que vous savez que Gérard Gilly insiste beaucoup sur le collectif. Coup franc dangereux là. Ouais, coup franc qui va être frappé par Jean-Pierre Papin ou peut-être Enzo Francescoli. C'est JPP qui le frappe directement dans le mur. Cette année-là, il en avait mis des beaux. Attention, il n'est pas en jeu, Francescoli. Et les défenseurs qui ont pu dégager finalement. Il me semble que l'arbitre assistant avait levé son drapeau, et Jean-Pierre Papin qui avait mis de beaucoup francs cette année-là. On pense notamment à la rencontre face à l'AS Saint-Etienne avec la fameuse histoire des escalopes dans la chaussure où il était blessé avant la rencontre. Escalope dans la chaussure et il marque les deux buts de la victoire face aux Stéphanois, dont un superbe coup franc. Il me semble que c'était Joseph-Antoine Bell qui était dans les cages. Je crois que Papin à ce moment-là est au top, quoi. Je veux dire, c'est peut-être la saison où il a été le meilleur, puisque 2 ans après il est parti au Milan AC. Il a commencé déjà à être moins bon lorsqu'il est parti au Bayern. Il était encore moins bon parce qu'il a été blessé, etc., etc. Mais c'est vraiment cette année-là, au cœur de l'attaque marseillaise, avec Waddell d'un côté et Francescoli de l'autre, qu'il a été, me semble-t-il, le plus redoutable. C'est peut-être des joueurs comme ça, comme Jean-Pierre Papin, qui ont lancé un petit peu l'exode des Français vers l'étranger. Oui. La réussite de tels joueurs. Chris Waddell, lui, s'amuse sur son côté droit une nouvelle fois, le centre. Il était pour Vercruis, il est récupéré par Didier Deschamps. Eric Dimeco, superbe la transversale. Il est une nouvelle fois passé, Eric Dimeco. Et pour l'instant, les Mulhousiens... ils font de la résistance, là. Ils se contentent de défendre face à la vague blanche qui déferle sur les cages de Philippe Sens. Le portier mulhousien qui a déjà évité à 2-3 reprises le 2-0, car je vous le rappelle, l'OM mène un but à 0, alors que Francescoli, justement, c'est lui qui a marqué le premier but marseillais et qui a une nouvelle fois passé en revue la défense mulhousienne. Vous savez, toutes les équipes qui venaient au stade, mais même aujourd'hui, toutes les équipes qui viennent au stade, c'est rare de voir une équipe qui arrive en se disant on va broyer l'OM, on va jouer l'offensive à outrance, même si l'équipe de l'OM ne domine pas. Donc imaginez à cette époque-là où tout le monde tremblait devant les attaquants marseillais, imaginez dans quel état d'esprit rentraient les adversaires des Olympiens, surtout lorsque Mulhouse, ils étaient en position quasi désespérée, quoi. C'était un mur devant leur gardien de but en se disant on va essayer de ne pas en prendre trop, éventuellement d'en marquer un pour prendre un petit point ou une victoire inespérée, mais c'était quand même rarissime. Et en plus, souvent les équipes qui venaient au stade Vélodrome à cette époque jouaient avec un seul attaquant, et donc c'était très difficile pour cet attaquant lorsqu'on se retrouve face à une défense telle que Amoros, Dimeco sur les côtés, ou bien Moser et Sauzé en défense centrale. C'est vrai que ça fait peur. D'ailleurs, on le voit sur ces images, les Mulhousiens, lorsqu'ils essaient un petit peu d'attaquer, ils partent de l'intérieur de leur camp, ils sont très très loin de la cage de Castaneda.
C'est Rousseau qui était C'est Rousseau dans la cage olympienne. Ouais. Pascal Rousseau. Oui. D'ailleurs, c'était une année à problème pour les gardiens de but de l'OM, je dirais, après la blessure de Huard. Castaneda l'avait naturellement remplacé. Il avait fait quelques fautes de main, un petit peu hésitant sur quelques balles aériennes alors qu'il est immense et tout. Et là, c'est contre Mulhouse, c'était Rousseau qui gardait les buts. Ensuite, un peu plus tard, eh bien, c'est Castaneda qui va garder les buts à Benfica pour la fameuse demi-finale perdue par l'OM avec la main de Vata dans les 10 dernières minutes du match. Il n'y avait pas eu grand-chose à lui reprocher car sur ce but, il pouvait hélas rien compte tenu qu'un gardien de but ne s'attend jamais à ce qu'un attaquant marque un but de la tête, de la main, puisqu'en règle générale, il marque du pied ou de la tête. Quelquefois du genou, quelquefois de la cuisse, mais en fait c'est beaucoup plus rare aussi. Une période difficile pour les supporters marseillais avec cette demi-finale de la Coupe des clubs champions perdue. Et la saison d'après, ce sera Pascal Olmeta qui viendra garder. Oui, il y aura d'ailleurs une rivalité un petit peu amicale et sportive, Huard-Olmeta. Et après, ce sera la rivalité Olmeta-Fabien Barthez. Oui. Olmeta qui dira plus tard qu'il s'était fait chipper cette place par un tout jeune Fabien Barthez. Mais pas un des plus mauvais. Oh non, venant de Toulouse. Ceux qui ont assisté à la finale de la Coupe d'Europe en 93 se souviennent des 10 premières minutes de jeu où un arbitre qui vraisemblablement souffrait du tennis elbow oubliait de relever son drapeau lorsque Massaro, qui était l'avant-centre de Milan, partait en position de hors-jeu. Et à ce moment-là, Fabien Barthez a eu 2 ou 3 arrêts réflexes dans les pieds de Massaro qui ont sans doute sauvé l'OM d'une défaite car les Marseillais n'étaient pas favoris à Munich. L'équipe de Milan avec Van Basten, avec toutes les stars milanaises qu'on connaît, plus Papin sur le banc de touche du Milan AC, l'OM n'était pas favori. Et c'est Barthez qui, dans le premier quart d'heure, a sauvé la baraque, a tenu la baraque et c'est ensuite... On se souvient de ce but de bolide de la tête à la 44e minute sur un corner tiré par Abedi Pelé qui a fait chavirer de bonheur tous les supporters de l'OM. Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux, des centaines de milliers devant leur télévision et 25 000 disons au stade olympique de Munich. Où d'ailleurs les supporters, il faut le dire parce que c'est rare, les supporters marseillais et les supporters milanais s'étaient tenus de remarquable façon. Tout le monde attendait, certains journaux à grand tirage, à scandale, attendaient des bagarres et tout, pas du tout. La journée s'était déroulée de façon très très bonne, avec des supporters fraternisant dans les rues de Munich avant la rencontre, et ensuite chaque supporter, les deux camps défendant leur équipe, mais dans les règles de l'art. De grandes équipes et de grands supporters. Absolument. Ce soir-là. C'était d'ailleurs formidable cette image du stade de Munich, moitié rouge et noir, moitié bleu et blanc. Jean-Pierre Papin, lui, hors-jeu. Hors-jeu cette fois-ci. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Toujours 1-0. But d'Enzo Francescoli pour les Marseillais. Et on sent bien que l'OM quand même est maître de la situation. Bon, les Mulhousiens font ce qu'ils peuvent, ils essaient là. On le voit avec ce débordement peut-être et ce centre au deuxième poteau. Mais chaud d'alerte avec Priou qui était... Voilà, le genre d'action qui ne rassure pas les supporters au niveau du gardien de but. Parce que ce ballon quand même vient de loin. Et le Rousseau, il est un peu mi-figue, mi-raisin. Il sort, il ne sort pas assez. Mais il sort trop, heureusement que la balle est assez mal négociable pour l'attaquant de Mulhouse. Didier Deschamps, il est passé Didier Deschamps, il lance en profondeur Jean-Pierre Papin, la reprise de Papin est bien captée par Philippe Sens une nouvelle fois, on le voit, toujours cette position qu'il affectionne, JPP un petit peu excentré, toujours, et face à la cage de Philippe Sens, frappe croisée. C'était un ballon parfaitement dosé d'ailleurs, parce qu'on a vu que Papin, sur sa dernière foulée, passe sur le ballon, c'est-à-dire il se met vraiment en position de tir. Et c'est vrai qu'il adore ce genre de position, et c'est vrai que des buts de ce genre, il en a marqué des dizaines. Attention, en débordement de Neveu, il faut sortir du côté marseillais une nouvelle fois. Chaud d'alerte dans la défense olympienne. Eh bien ça s'emballe cette partie.
Les Mulhousiens qui, à 2 reprises en moins de 2 minutes, viennent de porter le danger devant les cages de Pascal Rousseau. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'une équipe domine un tout petit peu trop son sujet. Inconsciemment, on se déconcentre, surtout au niveau de la défense. On se dit que rien de fâcheux ne peut arriver et on a moins d'attention sur le marquage des attaquants adverses. Et c'est quand même pas des manches, hein, je veux dire, ce ne sont pas de grandes stars, mais ce sont de bons professionnels. Et il ne faut pas trop leur laisser de marge de manœuvre parce qu'ils sont toujours capables, n'importe quelle équipe est capable de marquer un but. Hein. Jean Tigana, Chris Waddle. Toujours ces longs ballons pour Jean-Pierre Papin. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup trop profond pour l'attaquant olympien. Vercruis. Ouais, un retour d'hors-jeu signalé. Alors là, il est évident que le mieux qui pourrait arriver aux Marseillais, c'est de marquer un deuxième but, hein, histoire de donner un petit coup au moral des Mulhousiens, qui savent qu'ils auront bien du mal à égaliser et qui vont se dire, s'ils ont 2 buts de retard, que les carottes sont cuites. Donc on peut faire confiance aux Marseillais et aux attaquants surtout, qui vont sans doute essayer, d'ici le repos, de faire la différence définitivement. Avec Manuel Amoros. Jean Tigana. Jean-Pierre Papin. Petit ballon. Ah, il est signalé hors jeu. Francescoli, il n'est pas content. Il le fait savoir à l'arbitre assistant. Il a peut-être raison de ne pas être content. Parce que bon, là aussi, hein, ça se joue. Je ne veux pas taper sur l'arbitre parce que ça se joue sur une fraction de seconde. Bon, on le revoit. À mon avis, il est pas hors jeu. Ouais. Mais bon, on le dit toujours, hein, c'est très difficile pour les arbitres de touche. C'est-à-dire que l'arbitre de touche n'a regardé que le défenseur qui était à côté de Francescoli. Et là, c'est vrai que par rapport à ce défenseur, Francescoli est hors jeu. Mais derrière, il y avait le libéro qui couvrait tout le monde d'un bon mètre. Donc il n'y avait pas hors jeu et il avait raison de râler, Francescoli. Encore qu'il est recommandé aux joueurs de ne jamais trop râler après les arbitres. Une fois que c'est sifflé, c'est sifflé. Et tout ce que vous pouvez écoper, c'est un carton jaune qui ne fait pas avancer les schmilblick. Alors là encore, on a vu une passe en retrait volontaire du pied d'un défenseur de l'OM à Rousseau. Et évidemment, l'arbitre n'a pas sifflé coup franc. Pour une bonne raison, c'est que les nouvelles lois du jeu n'existaient pas encore et qu'à cette époque, on avait le droit de donner une balle en retrait du pied. Ensuite, ça a été supprimé parce que certaines équipes abusaient, surtout lorsqu'elles menaient 1-0 à 10 minutes, un quart d'heure de la fin. C'était du centre de terrain, des passes en retrait au gardien de but. Chris Waddle. Le centre deuxième poteau pour JPP. Et le 2-0 pour l'Olympique de Marseille. But signé Jean-Pierre Papin. 23e minute. JPP, superbe contrôle. Le centre de Chris Waddle, lui, il est une nouvelle fois parfait. Au deuxième poteau, il a pourtant un défenseur devant lui. Il passe son corps et de l'extérieur du pied du droit. Et ça fait 2-0 dans le petit filet opposé de Philippe Sens. Une nouvelle fois, toute la classe de JPP sur cette action. Encore cette qualité primordiale qu'il avait, c'est-à-dire la vivacité. Au départ, 1 mètre de retard sur les défenseurs, au départ du centre de Waddle, à l'arrivée, 25 cm d'avance. Un contrôle difficile, un Papin bien campé sur ses jambes qui même bouscule le défenseur adverse. Et ensuite, qualité de buteur, c'est-à-dire petit filet, extérieur pied droit. Rien à dire, du Papin dans le texte. Et l'OM qui, là, a fait le break. Alors des Mulhousiens qui doivent commencer à douter sérieusement. Ouais. Pour cette équipe du Mulhouse, ça se complique. Dernière de ce championnat à ce moment-là, le 28 avril 90, mené 2-0 sur la pelouse du leader, l'Olympique de Marseille. La situation se compliquait énormément pour cette équipe de Mulhouse, alors que les Marseillais accélèrent une nouvelle fois avec Philippe Vercruis. Et il centre pour JPP où il a tenté la reprise. Heureusement que Neveu a mis son corps en opposition sur cette reprise de JPP, car elle était une nouvelle fois cadrée. Les supporters marseillais peuvent chanter. Le titre se rapprochait pour cette équipe olympienne. Un titre qu'ils allaient obtenir à l'avant-dernière journée
lorsque les Bordelais allaient perdre à domicile à la surprise générale face à Nice. Et la solidarité méditerranéenne, Sébastien. Dimeco. Le centre de Dimeco. Attention pour Jean-Pierre Papin. Et cette action-là, elle reflète parfaitement la fébrilité de cette équipe de Mulhouse, surtout défensivement, lorsqu'on vient d'en encaisser 2 en moins de 25 minutes. Chris Waddell pour frapper ce corner, une nouvelle fois. Une petite course. Toujours à son rythme. Toujours à son rythme. Course nonchalante, on serait même tenté de dire, de la part de Chris Waddell. Ce joueur pétri de talent ne cessera de le répéter, qui a marqué l'histoire de cette équipe marseillaise. Alors que Carlos Moser, lui, il est monté. Il a tout. Il a tout. Philippe Sens, le ballon. Il a vu arriver une tornade, Philippe Sens. Il a eu le courage quand même de s'interposer face à Carlos Moser. Je connais des gardiens qui auraient été tentés de boxer le ballon là. D'ailleurs, il y a quand même de grandes similitudes entre Waddell et Manusson, qui a été un petit peu son alter ego 20 ans plus tôt, à savoir cette faculté de dribbler. Alors, je trouve que Waddell usait plus de feinte de corps. D'ailleurs, il faisait bien. Manusson, lui, avait le ballon collé au pied. On se demandait comment il faisait. Et il y avait un autre grand dribbleur qui lui n'a jamais joué à l'OM, dommage, c'était Garrincha du Brésil, qui lui avait une particularité, il avait une jambe un petit peu plus courte que l'autre. Et Garrincha faisait toujours la même feinte, pratiquement toujours, mine de partir à l'intérieur et il partait sur l'extérieur. Mais tout le monde le savait, mais personne ne pouvait l'empêcher de passer. C'était quand même assez extraordinaire. Je vous parle de l'équipe du Brésil, Sébastien évidemment. Vous étiez loin d'être né à l'époque où il y avait Garrincha, Vava, les débuts de Pelé qui avait 17 ans dans l'équipe du Brésil. C'était une équipe fort spectaculaire. Et ça a duré. Les Brésiliens sont toujours spectaculaires. Ce n'est pas les Marseillais qui vont dire le contraire lorsqu'ils savent les matchs qu'a fait Ronaldinho la saison passée. Bon, il a joué que contre l'OM pratiquement. Enfin, il a bien joué. On ne l'aura plus cette année. Il est parti à Barcelone. Je ne sais pas ce qu'a envie de dire, tant mieux. Quoique, encore des Brésiliens qui sont arrivés. Enfin, mais bon, à Bordeaux, etc. On verra. Et cette équipe de Mulhouse, qui ne sait pas trop comment faire. Qui toujours la même difficulté pour... C'est vrai que pourtant, on a parlé de Sisklovic, je vous en parlais tout à l'heure, on parlait du talent de Marc Keller, mais malheureusement, on ne les voit pas pour l'instant. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on joue ici au Stade Vélodrome. Et pour l'instant, ils n'ont pas du tout de ballon. Ils sont totalement sevrés au niveau des ballons. Non, c'est la puissance collective des Marseillais qui fait en sorte que les rares talents mulhousiens ne peuvent pas s'exprimer comme ils le voudraient. Regardez quand vous voyez arriver un gabarit comme Moser, comme ça, lancé à 100 à l'heure, vous avez plutôt envie de freiner que d'aller lui disputer le ballon parce que vous savez très bien que vous allez vous retrouver dans les tribunes. Donc... Et Moser n'était pas méchant, entendons-nous bien. Il était viril mais correct, mais c'était quand même un joueur impressionnant de puissance physique. Chris Waddell, justement, vous en parliez d'aider de ses feintes de corps. Cette fois-ci, il y a obstruction du défenseur duvernois. Et c'est un nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille, frappé par Manuel Amoros. Et là, on vient de voir plein écran un photographe du Provençal qui s'appelle Jean Pagano, qui est maintenant à la retraite et que je salue. Je profite pour le saluer. C'était une époque aussi où il n'y avait pas encore le numérique. Il fallait faire sa pellicule, rentrer au journal, développer. C'était autre chose, quoi. C'était un autre métier. Philippe Sens pour frapper ce 6 mètres. Pour l'instant, le portier mulhousien, il a déjà encaissé 2 buts. Des buts de Francescoli et de Jean-Pierre Papin. Il s'en est pourtant pas trop mal sorti, le portier mulhousien. Il a notamment gagné 2 duels face à JPP. Le score aurait déjà pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Mulhouse. Et les Marseillais, tranquillement, gèrent. Il est sûr qu'à partir de ce moment, les Olympiens n'ont pas intérêt
se dépenser sans compter. Il faut qu'ils en gardent un petit peu sur la semelle pour les matchs difficiles qui s'annoncent. Donc ils essaient de jouer un bon football, ils comptent sur... Voilà, ça passe au-dessus une nouvelle fois. Mais on comprend bien que lorsqu'on voit ce genre d'action, on comprend bien que le public sur les gradins est aux anges, quoi. Parce que quand vous voyez un Waddle mettre comme ça dans le vent un adversaire, c'est spectaculaire, c'est beau. C'est ça aussi le football. Le football, c'est un panaché de sérieux dans les jeux collectifs et d'improvisation et de création individuelle. Et cette année-là, l'OM avait tout ça, avait une équipe pour jouer collectivement et puis avait des individualités capables, parce que Francescoli n'était pas pourri non plus au niveau des contrôles, des changements de rythme, des changements de pied, des contre-pieds. C'était excellent joueur. Donc là, les spectateurs n'attendent que ça. Ils n'attendent plus que les exploits techniques de leurs joueurs, parce qu'ils savent bien que le résultat est d'ores et déjà acquis. Alors que là, Didier Deschamps vient d'effectuer un superbe tacle défensif sur Fichot. Et ce sera un corner pour cette équipe de Mulhouse. Les Mulhousiens qui avaient été aussi battus à domicile par cette équipe marseillaise au match aller. 2-1 au Rousseau. Et c'est un nouveau corner pour cette équipe marseillaise. Moros, premier poteau, qui a préféré mettre un corner, il a bien fait. Le gardien de but était un tout petit peu en retard aussi. Et voilà Blaž Slisković, Baka, numéro 10. Grosse moustache. Ça rentre, non. C'est un 6 mètres pour l'Olympique de Marseille. Faire le point rapidement sur les statistiques un petit peu de cette saison 89-90. L'Olympique de Marseille qui n'a connu qu'une seule défaite sur cette pelouse du stade Vélodrome cette année-là. C'était face Dédé à l'Olympique lyonnais. Comme quoi, on retrouve toujours les mêmes. Oui, Lyon qui était venu battre l'OM 1-0, mais au match aller, les Marseillais l'avaient emporté 4-1 au stade Gerland. Et puis Monaco était venu faire match nul, 2 buts partout, et l'AJ Auxerre 1 but partout. Ensuite, toutes les autres équipes qui n'ont pas beaucoup changé maintenant. Non, c'est vrai qu'on retrouve souvent les gros calibres, les mêmes équipes en haut de l'affiche. Ensuite, toutes les autres équipes s'étaient inclinées, notamment le Paris Saint-Germain 2-1. Et Marseille qui s'était en revanche incliné là-bas à Paris 2-1. Ouais, ça avait fait match nul sur l'ensemble de la saison. Oui, on voit quand même que les Marseillais se faisaient vraiment respecter sur cette pelouse du stade Vélodrome. Alors Chris Waddle va frapper ce nouveau corner pour les Marseillais. Attention, les coups de pied arrêtés, toujours très dangereux pour les Olympiens. On va chercher une nouvelle fois la tête de Moser. Il faut dire qu'à plus d'un 90, Carlos Moser, il en impose sur les coups de pied arrêtés. Philippe Sens avec Neveu. Et toujours ce pressing olympien. C'est un véritable calvaire pour ces Mulhousiens pour sortir le ballon. Ah ouais, ils ont du mal à franchir la ligne médiane. Le ballon qui est récupéré par les Marseillais avec Franck Sauzet. Eric Dimeco dans l'intervalle, c'est bien joué ça pour Eric Dimeco. Chris Waddle, il part dans l'axe. Chris Waddle, il sollicitait Didier Deschamps. Malheureusement, le ballon sera contré. Papin. Et lui, il n'hésite pas. Pas d'état d'âme. 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Un Moreau sur Deschamps, le 3e but marseillais. Et il est signé Didier Deschamps sur
Ce centre de Manuel Amoros. Alors c'est rare que la Dèche nous en marque de la tête. Ouais, celui-là je crois qu'on peut le garder, le remontrer dans les écoles, parce que des buts de la tête de Didier Deschamps, il ne doit pas y en avoir des centaines. On le revoit, le centre de Manuel Amoros. Impeccable. Et Didier Deschamps, 1m71. Oh, il a sauté haut pour venir couper la trajectoire de ce ballon et ça fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille après 35 minutes de jeu. Je crois que les Mulhousiens, ils peuvent prendre leur baluchon et rentrer du côté de l'Alsace, car ça va être très difficile pour eux de revenir dans cette partie face à un Olympique de Marseille qui déroule littéralement. En tout cas, Dédé, une nouvelle fois, on parlait des hommes de couloir. Après Eric Dimeco sur le premier but et le centre pour Enzo Francescoli, cette fois-ci, on l'a vu, Manuel Amoros sur la droite pour Didier Deschamps. Ben oui, parce que aujourd'hui la tendance, parce qu'il faut parler de tendance, c'est de jouer avec une défense centrale à 3 et de jouer avec deux latéraux dont on voudrait qu'ils soient de véritables ailiers. Alors le plus simple, c'est de jouer à 4 défenseurs avec 2 latéraux capables, lorsque l'équipe domine, de monter, ce qui permet d'avoir un joueur de plus, soit en point de l'attaque en fonction de l'adversaire, soit au milieu du terrain. Je veux dire, c'est pas la peine de compliquer quand on peut faire simple, parce que lorsque vous avez une charnière centrale à 3 et que vous avez par exemple à l'OM Manu Dos Santos à gauche et Sébastien Pérez à droite, vous avez, que vous le vouliez ou non, 5 défenseurs. Alors en plus, il faut bien savoir que pas tout le monde n'est Roberto Carlos ou Michel Salgado. Donc on ne peut pas demander à ces joueurs, à ces latéraux qui sont plus des défenseurs que de véritables attaquants, de jouer attaquant. Ou alors il faut mettre des véritables attaquants en poste d'arrière latéral. À ce moment-là, vous avez une défense qui risque de donner de la bande. Or, il me semble qu'au niveau de l'équilibre d'une équipe, on n'a rien trouvé de mieux que le 4-4-2 ou le 4-3-3 en fonction des circonstances. Et là, avec cette équipe de l'OM, on en a la preuve quand même. Et les Marseillais continuent à dérouler avec Didier Deschamps, Eric Dimeco. Parler de ces joueurs de couloir, Carlos Moser, Jean Tigana, Franck Sauzet. À chaque coup d'accélérateur de cette équipe marseillaise, eh bien, on l'a vu, la défense de Mulhouse était à chaque fois prise à défaut. Et les olés déjà commencent à retentir dans l'enceinte du stade Vélodrome. En plus, le milieu du terrain est parfaitement bien équilibré quand même, avec deux ratisseurs de ballon, que sont Deschamps et Tigana, qui couvrent une distance énorme, des kilomètres tout au long du match. Et avec Philippe Vercruis, qui lui est ce qu'on appelait avant un inter, qu'on a ensuite appelé un numéro 10, c'est-à-dire qui est chargé de distribuer la balle et qui, de temps à autre, a le soutien d'Enzo Francescoli qui se met en retrait, et même de Waddle qui quelquefois partait du milieu du terrain, histoire d'éliminer ou deux adversaires et de servir dans les meilleures conditions Papin. Alors il est certain que lorsque Waddle était légèrement en position en retrait, eh bien Francescoli lui était en pointe. C'était des joueurs qui pouvaient grosso modo permuter au niveau de leur placement sur le terrain, et ce qui rendait l'équipe d'autant plus redoutable qu'en plus c'était des joueurs de talent. Donc effectivement, mais moi c'est une conception du jeu qui me... Parce que je pense qu'en football il arrivera un jour où on pourrait y innover Il y a eu de grandes innovations. La première a été celle d'Elenio Herrera avec le Catenaccio. Alors c'était des équipes résolument défensives qui misaient tout sur la défense, avec un véritable rideau devant le gardien de but, des joueurs de talent qui n'hésitaient pas à dégager dans les tribunes lorsque le coup allait mal. Et puis on comptait toujours sur la grande classe d'un attaquant de pointe pour faire éventuellement la différence. Alors Elenio Herrera et maintenant son épouse, que j'ai vu dans une interview récemment, prétendent que c'était totalement faux, que ce n'était pas ça du tout, et que Elenio Herrera était un chantre de l'offensive. Moi je veux bien, mais en fait c'est pas l'impression que donnaient les équipes managées par Herrera qui donnaient cette impression-là. Et puis ensuite il y a eu l'Ajax. L'Ajax a amené autre chose, c'est-à-dire qu'on a vu des joueurs véritablement polyvalents, des joueurs qui attaquaient à 11, qui défensaient à 11,
Et pendant quelques années, les Bataves ont été les meilleurs au plan européen. Et puis ensuite, maintenant, tout le monde se cherche un peu. Alors bon, c'est vrai que la tendance, c'est aux défenses centrales à 3. C'est pas toujours évident parce que ça dégarnit quelquefois le milieu du terrain et ça enlève un joueur qu'on pourrait mettre à vocation offensive. Mais enfin bon, ça changera encore. Hein. En tout cas, cette année-là, l'équipe de Gérard Gilly, elle a été complète dans toutes les lignes. 4-3-3 mis en place par Gérard Gilly. Car je vous le rappelle, nous vivons les plus grands moments de l'histoire olympienne. Nous sommes le 28 avril 1990. Et le grand Olympique de Marseille reçoit Mulhouse. Et le public du Vélodrome qui fait la hola, c'est tout simplement parce que l'OM mène déjà 3-0 face à cette équipe alsacienne. Bien mal en point. Et qui passe une sale soirée pour l'instant au stade Vélodrome. On s'y attendait à cette époque-là, c'était un peu la logique car on vous le rappelle, Mulhouse était dernier de ce championnat. C'est le match des extrêmes, hein, comme on dit. L'OM leader, Mulhouse dernier. On le voit sur le terrain, il y a vraiment une classe d'écart, sans faire offense à ces Mulhousiens qui se battent bien, mais qui sont tout de même limités pour venir inquiéter cette équipe marseillaise. Chris Waddle, il était là. Vous vous rendez compte qu'il était en position de latéral droit et c'est lui qui a piqué le ballon à Blaž Sliskovic. Comme quoi, hein, il y a des images qu'on n'a pas en tête. Parce que quand on garde une image de Waddle, on garde l'image du dribbleur fou à la pointe de l'attaque. Alors que là, il était en position de latéral droit. C'est-à-dire, c'était la fin de la première mi-temps aussi. Il commençait à être fatigué, il remontait moins vite. Hein. Regardez-le, là. Le voilà, Chris Waddle. Alors, il a laissé Manuel Amoros. Et voilà. Un petit peu faible, ça passe. Et les Mulhousiens qui tentent de se relancer avec Neveu, Guiringer. Et on revient derrière pour Philippe Sens. Signe d'impuissance pour l'instant de la part de cette équipe mulhousienne. Voilà Philippe Sens qui préfère demander à ses joueurs de monter très haut et de dégager loin devant. Ben oui, je le comprends. Hein. Il préfère avoir Papé à 40 mètres que dans ses 6 mètres. Hein. Ou Francescoli, ou Waddle, ou Hercuis. Il y en a beaucoup qui préfèrent voir loin de sa surface de réparation car il en a déjà pris 3. Et il se dit que finalement, il risque de passer peut-être une sale soirée face à cette équipe olympienne. Heureusement qui pour l'instant a décidé de baisser un petit peu de rythme, gère tranquillement cette partie. Car il reste à peu près 5 minutes à jouer dans cette fin de première période. Et puis quand on parlait tactique tout à l'heure, les tactiques elles ne sont valables qu'en fonction aussi du potentiel individuel des joueurs qui la forment, cette tactique. Il est sûr que si vous avez un stopper qui récupère la balle, qui est capable de faire 30 mètres, d'éliminer l'adversaire et de donner une passe précise, c'est beaucoup plus efficace que si vous avez un stopper qui va être incroyablement bon au niveau de la lutte d'homme à homme, mais qui, une fois qu'il va avoir le ballon dans les pieds, il va pas savoir quoi en faire, quoi. Donc il faut jamais négliger le talent individuel des joueurs qui composent une équipe. L'organisation, c'est une chose, mais le talent individuel, c'en est une autre. Et le talent individuel, Chris Waddle là sur cette passe extérieure pour Jean-Pierre Papin une nouvelle fois. Il avait fait l'appel, JPP. C'est une des qualités aussi de l'OM de cette année-là, c'est que les joueurs sont souvent en mouvement. Donc le porteur du ballon a plusieurs solutions quelquefois pour lui. Il voit Francescoli partir à gauche, Papin partir à droite, ou bien Dimeco se monter aux avant-postes. Donc c'est beaucoup plus facile à partir du moment où il a le talent technique pour adresser de bonnes balles sur des joueurs en mouvement. C'est les défenses adverses qui sont en danger. Et alors qu'on rentre dans les arrêts de jeu de cette première période, l'arbitre qui commence à regarder son chronomètre. Alors à l'époque, il n'y avait pas de temps additionnel non plus. Hein. C'était les arrêts de jeu. Bon.
au bon vouloir de l'arbitre. Oui, ça n'a pas changé, on dirait. Maintenant, c'est pratiquement... C'est affiché. Oh là là, on attend avec impatience le petit carton pour savoir combien il reste de minutes à jouer. Le petit panneau rouge électronique, ça aussi, c'est avancée technologique. Une main là d'un défenseur de Mulhouse. Signalé par l'arbitre. Avec un coup franc pas mal placé. On l'a vu, il y a des bons tireurs. Francescoli, Chris Waddle, il nous en a mis des magnifiques Chris Waddle, que ce soit face au Racing Club de Paris. Je pense que c'est peut-être Franck Sauzet qui va tirer là. Alors c'est en force, hein, généralement. Ouais. Ben, il a une bonne frappe de balle aussi. Hein. Et c'est Franck Sauzet dans le mur. C'est repris une nouvelle fois. Et en retrait pour Philippe Sens. Et voilà l'arbitre qui siffle la mi-temps sur cette pelouse du stade Vélodrome. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous vivons les plus grands moments de cette équipe marseillaise saison 89-90. Nous sommes le 28 avril et l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Mulhouse. Le score est déjà de 3-0 en faveur de l'OM. Des buts d'Enzo Francescoli, de Jean-Pierre Papin et de Didier Deschamps pour l'équipe entraînée par Gérard Gilly. Pour commenter bien sûr toujours monsieur André de Roca à nos côtés. André, on peut dire que cette seconde période, ça risque d'être une formalité pour cette équipe marseillaise qui va gérer cet avantage. Oui, ils savent bien les Olympiens qu'ils ne risquent plus grand chose, ils risquent même plus rien du tout. Maintenant, le problème dans ce cas de figure, c'est est-ce que les joueurs de l'OM vont vraiment s'arracher pour faire encore une grande deuxième mi-temps, ou bien vont-ils se contenter de jouer à la baballe, essayer de réussir quelques exploits techniques par Waddle ou Francescoli, et que vont faire les Mulhousiens? La question est surtout là. Je pense qu'ils nourrissent plus de grands espoirs et ils doivent se dire dans leur tête, si on arrivait à sauver l'honneur, ce serait déjà pas mal. Donc ils vont sans doute, sans prendre de grands risques offensifs, ils vont sans doute essayer de sauver l'honneur, pendant que les Marseillais, eux, rêvent déjà des prochaines rencontres, parce qu'ils savent que celle-là, ils ne pourront pas la perdre. En tout cas, plus rien à perdre, c'est la position de Didier Noto, l'entraîneur de Mulhouse, qui a décidé de remplacer le défenseur Edouard Grantchevic. Il est remplacé par Denis Stéphane, un joueur plutôt à vocation offensive. On va tenter, vous le disiez, d'aider le tout pour cette équipe de Mulhouse. Essayer de sauver l'honneur, ça serait une belle récompense pour cette équipe de Mulhouse qui, on vous l'a dit, au terme de cette saison 89-90, va retrouver la deuxième division, puisque c'est ainsi qu'on appelait la seconde division dans ces années 90. Voilà, il n'y avait pas encore la Ligue, c'était pas la Ligue 1, c'était pas la Ligue 2, c'était première et deuxième division. La Ligue nationale du football professionnel, c'était encore le groupement des clubs professionnels. Et je ne sais pas si c'était toujours le regretté Jean Sadoul qui était président, parce que je dis regretter, d'abord parce qu'on regrette toujours les personnes disparues, et ensuite parce qu'il ne faut pas oublier le rôle prépondérant qu'avait pris Jean Sadoul lorsque l'équipe de l'OM s'était retrouvée à faillite, pratiquement, à la fameuse époque des Minots, lorsqu'on avait fait appel aux jeunes qui, 2 ans plus tôt, avaient gagné la Coupe des Juniors et la Coupe nationale des cadets. Ce groupe qui était porté par Roland Gransart. Et c'était Jean Sadoul qui, avec Gaston Defferre, maire de Marseille, avait pris en charge cette équipe de l'OM et lui avait permis de s'en tirer. Et je me souviens qu'à cette époque-là, dernier match de championnat, alors que les Minots, comme on les appelle et comme depuis on les appelle, avaient joué 7 ou 8 matchs sans défaite. Pour le dernier match de championnat, l'OM avait rencontré Montpellier et Loulou Nicolin avait donné sa part de recette au club marseillais pour l'aider. Donc on voit que les bons rapports qui existent entre le club héroltais et le club marseillais. Enfin là, il n'était plus question des minots, c'était des grands, des vrais grands. Et une équipe de l'OM qui était en passe de devenir la meilleure équipe d'Europe. Puisque cette année-là, en 90, elle allait jouer la demi-finale de la Coupe d'Europe. On le sait, perdu. Victoire 2-1 à Marseille contre le Benfica de Lisbonne et défaite 1-0 au Stadio de la Luz avec cette fameuse main de Vata. Et puis la saison d'après, finale à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade, finale perdue au tir au but.
Et puis bon, en 92, un petit trou, hein, les Marseillais un petit peu par excès de confiance s'étaient laissés surprendre dès le premier match de la Coupe d'Europe ou le second, je ne me souviens plus, mais enfin ils avaient été éliminés très rapidement. Et puis on est arrivé en 93 avec l'apothéose et la victoire à Munich contre le Milan AC, c'est-à-dire en 4 saisons, l'OM avait joué une demi-finale et 2 finales et en avait gagné une de la Coupe d'Europe. C'est quand même pas mal, hein. On s'extasie aujourd'hui devant le Milan, le Bayern, le Real, Manchester. Eh bien, à l'époque, on peut dire qu'au niveau européen, l'OM c'était un peu une équipe de ce calibre. Ouais, l'OM faisait peur sur la scène européenne et sur la scène française, elle dominait largement les débats, puisque au terme de cette saison elle va obtenir un nouveau titre de champion de France, un nouveau titre de meilleur buteur pour Jean-Pierre Papin. Il en obtiendra 5, il obtiendra même le ballon d'or JPP. Ça sera la consécration pour Jean-Pierre Papin, ce sera en 1991. Attention à cette action olympienne, on va la suivre justement avec JPP. Ouais, il manque c'est rare ça. Ouais, c'est rare qu'il manque ces gestes techniques. Jean-Pierre Papin, ses reprises de volée passe à Philippe Sens. Ouais, JPP ballon d'or en 91. Après il y a Van Basten, il y a Roberto Baggio, Stoïkov, Georges Weah qui portera lui aussi le maillot olympien. Que de grands noms, et c'est une consécration pour Jean-Pierre Papin qui dans ces années-là était tout simplement le meilleur joueur du monde. C'est pas par hasard si le Milan AC, qui était la meilleure équipe d'Europe avec l'OM, encore qu'on sait que le Milan AC a rarement réussi devant l'OM, que ce soit les matchs de Coupe d'Europe ou les matchs amicaux. Je sais pas, les Blancs sont un petit peu la bête noire des Milanais. Mais si Milan AC s'est intéressé à Jean-Pierre Papin, c'est bien parce que Papin était le meilleur attaquant à cette époque-là, européenne, et donc pas loin d'être le meilleur attaquant du monde. Et en tout cas, JPP, il a déjà marqué un but ce soir face à Mulhouse. Le deuxième but des Marseillais, Enzo Francescoli le premier, Didier Deschamps le troisième, 3-0. Par contre, on remarque une chose, et c'est vrai que ça avait été reproché par la suite à Gérard Gilly, c'est que cette équipe olympienne, il n'y a pas eu de changement pour l'instant, et que c'est souvent les 11 mêmes joueurs. Et on a reproché à Gérard Gilly que dans certaines rencontres, il ne fasse pas un petit peu tourner son effectif. On savait qu'à cette époque-là, eh bien, l'OM avait pourtant un effectif pléthorique. Ouais, ça dépend des entraîneurs, hein. Et puis ça dépend aussi du caractère des joueurs, parce que ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire faire tourner les joueurs, ça correspond bien à certains joueurs qui trouvent là des raisons supplémentaires de donner le maximum, et puis ça correspond très mal à d'autres joueurs qui ne tolèrent pas d'être remplacés, qui estiment avoir leur place et tout. Alors là, c'est vrai que quand vous voyez cette équipe, vous vous dites qui est à la place de qui, quoi. Alors effectivement, on a pu faire le reproche à Gilly, d'autant qu'il y avait quand même un programme chargé, hein, avec le championnat, la Coupe d'Europe et la Coupe de France, puisqu'en Coupe de France, l'OM sera battu au stade Vélodrome par l'équipe du Racing Club de Paris, 3-2, alors que les Olympiens avaient mangé les Parisiens en championnat. Donc c'est vrai qu'on a pu faire ce reproche à Gérard Gilly, mais vous savez, c'est toujours pareil, hein, on fait des reproches aux gens lorsqu'ils n'ont pas tout à fait les résultats escomptés. Et si d'aventure il n'y avait pas eu cette main de Vata, etc., on aurait dit que Gérard Gilly était un petit génie. Donc je crois que les entraîneurs sont les mieux placés pour connaître exactement tout de leurs joueurs, hein. Ils rentrent en ligne de compte un tas de trucs, hein, la vie familiale, le caractère, la forme du moment, etc. Donc moi c'est peut-être un reproche qu'on peut faire, mais je ne le ferai pas, partant du principe, moi je ferai des reproches à un entraîneur lorsqu'il me semble que tactiquement, bien que je ne sois pas entraîneur, mais enfin il y a tellement longtemps que je vois jouer au football que j'ai quand même ma petite idée sur le foot. Mais quant à la composition, les joueurs qui sont alignés sur le terrain, c'est l'entraîneur le mieux placé, parce qu'il y a un tas de paramètres qui échappent aux observateurs, lesquels observateurs ne font des remarques qu'après coup. C'est-à-dire, c'est toujours plus facile, lorsqu'on a vu les Aliboff, de dire c'est un mal, hein. Voilà. C'est clair. Encore que je ne suis pas sûr que les Aliboff soient clairs pour nos téléspectateurs, mais on leur fera un dessin une prochaine fois. Allez, on revient à cette rencontre où les Mulhousiens tentent toujours de sauver l'honneur ici au stade Vélodrome. Mais c'est toujours aussi difficile pour cette équipe de Mulhouse, même si on le voit depuis la reprise cette seconde période. Les Marseillais déroulent tranquillement. Attention tout de même à Jean-Pierre Papin qui manque son centre alors qu'Enzo Francescoli qui attendait ce ballon.
Et ça discute beaucoup entre Philippe Sens et Daniel Neveu. Mais je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, les défenseurs. Ils sont simplement face à une équipe meilleure qu'elle et face à des individualités. Les attaquants marseillais sont bien meilleurs que les défenseurs mulhousiens. Donc qu'est-ce que vous voulez reprocher à un garçon qui voit débouler Papin à 100 à l'heure alors que lui il est là arrêté, ils font ce qu'ils peuvent. Chris Waddle. Corner qui ne donnera rien. Manuel Amoros. Ah, il n'est pas en jeu, il est parti de loin. Ah, mais le ballon lui sera beaucoup trop profond pour l'ailier droit de l'Olympique de Marseille, qui sera dans ces années-là peut-être un des meilleurs joueurs du monde à son poste, si ce n'est pour moi le meilleur joueur du monde dans ces années 90, Manuel Amoros. Il avait fait une Coupe du Monde en 86 absolument remarquable, hein, je veux dire. Il a été un des meilleurs latéraux du monde, sinon le meilleur, et je mettrai quand même devant lui pour la longévité de sa carrière, pour la fidélité à un seul maillot, le Milanais Paolo Maldini, qui pour moi reste un exemple du footballeur professionnel, et je ne comprends pas que ce garçon n'ait jamais eu le ballon d'or. Oui, ça sera toujours... C'est toujours un problème. C'est vrai qu'on parle souvent des attaquants pour les ballons d'or. Hein, ouais, quand on regarde la liste, c'est vrai qu'on voit des joueurs comme Ronaldo, Owen, Figo, Rivaldo, Zidane. Ronaldo, c'est surtout des joueurs qui font rêver au niveau offensif. On oublie souvent les défenseurs, et pourtant, c'est vrai que des joueurs comme Maldini, comme Roberto Carlos, hein, qui sont aussi des joueurs d'exception. Vous savez, de mémoire, des défenseurs comme le ballon d'or, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. C'était le grand Lev Yashin, le gardien de but de l'équipe du RSS. Dans les 1963, années 60, et puis Franz Beckenbauer, hein, qui a marqué tous les esprits, notamment par un match de Coupe du Monde alors qu'il avait le bras en écharpe. Mais c'est vrai que d'autres mériteraient quelquefois d'avoir le ballon d'or, mais il est évident que le buteur, l'attaquant, c'est beaucoup plus spectaculaire, ça frappe beaucoup plus les imaginations. Et dans la mesure où la beauté du football, c'est de voir des buts, forcément ce sont les attaquants qui sont... Et moi, je me souviens à la Coupe du Monde aux États-Unis. Bon, Maldini, l'équipe d'Italie est arrivée en finale, mais je veux dire, Maldini avait 70% de cette accession en finale. Il avait été époustouflant, quoi, aussi bien sur l'homme que dans la relance, que dans la vitesse d'exécution. C'était un très très grand joueur. Et puis à une époque où tous les 3 mois on change de club, hein, ce garçon, ça fait 17 ans qu'il joue au Milan AC, et je crois qu'il y a une petite prime à la fidélité. Maintenant il est trop tard, hein, pour qu'il ait le ballon d'or, parce qu'il reste toujours compétitif, mais enfin c'est plus le très très grand Maldini, et c'est dommage. Un jour il faudra faire un petit peu comme au César, au cinéma, donner à des footballeurs des récompenses pour l'ensemble de leurs œuvres, et j'espère que ce jour-là, si ça arrive, on n'oubliera pas Maldini. Oui, Paolo Maldini, défenseur emblématique du Milan AC. Et on oublie souvent aussi les gardiens, c'est vrai. Des gardiens comme Oliver Kahn, comme Fabien Barthez, qui aurait aussi mérité le ballon d'or. Malheureusement, c'est toujours la même chose. On privilégie les attaquants. D'ailleurs, je suis fondamentalement, je sais bien que c'est bien parce que ça permet aux discussions de comptoir d'aller bon train et tout. Je suis fondamentalement contre les récompenses là, alors ils sont en situation dangereuse. Sur Philippe Vercruis, Philippe Sens cherche un petit peu le ballon, heureusement que Duvernois. Je suis fondamentalement contre les distinctions individuelles pour un sport qui est essentiellement collectif. Parce que vous prenez le plus grand joueur du monde, si à côté de lui il n'a pas 10 équipiers qui font leur part de travail, il ne sera jamais le plus grand joueur du monde. Bon, c'est une évidence, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon. Allez, on revient à cette partie. L'OM Mulhouse, 28 avril 90. L'OM mène 3-0 et l'OM gère alors qu'on joue la 60e minute de jeu ici au stade Vélodrome. Et les joueurs de Didier Noto, avec un visage un petit peu plus offensif, n'arrivent toujours pas à venir inquiéter le gardien Pascal Rousseau qui remplaçait à cette époque-là Jean Castaneda, qui lui aussi a remplacé Gaëtan Huard blessé. Il y a beaucoup de remplacements cette année-là du côté des gardiens. Oui, vous voyez le reproche que certains ont fait à Gérard Gilly. Attention à Deschamps.
c'est de ne pas avoir suffisamment remplacé les joueurs. Et en réalité, les seuls problèmes que l'OM ait véritablement eu cette année, c'est un poste où justement il en a essayé plusieurs, quoi. Donc il faut toujours être prudent. À partir du moment où une équipe trouve un certain équilibre, bon, sauf fatigue, hein, évidemment, hein, ça peut arriver à n'importe quel joueur d'être en cours de forme, d'être un petit peu épuisé physiquement. Mais sauf fatigue, lorsqu'une équipe, vous savez, 2 matchs par semaine, pour un professionnel, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, c'est pas comme descendre à la mine tous les jours. Hein. C'est un plaisir de jouer au football, ne l'oublions jamais. On ne peut pas réussir en football si on considère ce sport comme une corvée. Et ces Marseillais prenaient beaucoup de plaisir et ils en offraient énormément au public du Vélodrome. Attention à ce ballon en profondeur. Mais lutte acharnée. Et il n'y a pas faute. Attention à ce centre. Denis Lavagne. Lavagne et la réduction du score pour Mulhouse. Et bien voilà, Denis Stéphane, pardon, qui venait de faire sa rentrée en début de seconde période sur ce centre de Lemoine. On pensait qu'il y avait faute du côté marseillais. On voit Carlos Moser qui lève le bras. Et bien non, l'arbitre n'a rien sifflé. Et le ballon impeccable en retrait. On le dit souvent, le centre en retrait, c'est imparable. Et bien là, Denis Stéphane permet à Mulhouse de revenir à 3-1 à la 60e minute de jeu. Mais voilà, les Mulhousiens ont réduit le score. Ben c'est bien pour Mulhouse, parce que bon, ils sont loin évidemment du partage des points encore, mais c'est bien parce qu'ils pourront dire à la supporter, vous voyez, on a fait ce qu'on a pu, hein, on a réussi à marquer un but au stade Vélodrome. Donc, et là, on a vu quand même que le fait que Moser lève le bras, il a perdu quoi, 2/10 de seconde, et il est arrivé en retard de 2/10 de seconde sur le centre du joueur de Mulhouse. Comme quoi en football, tout est important et ça se joue quelquefois au millimètre et quelquefois au centième de seconde près. Allez, les Marseillais qui réagissent tout de suite par Jean-Pierre Papin. Ah, il n'a pas pu frapper puisqu'il a été un petit peu gêné. Loin quand même pour siffler une faute en faveur de JPP. On le revoit, pas de faute sur Jean-Pierre Papin. À domicile, les Marseillais, quelques statistiques rapides. 15 victoires, 3 nuls, 1 défaite. 46 buts pour, 12 contre. Grosse suprématie. Et à l'extérieur, 7 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Papin marquera 30 buts, Francescoli 11, Wadel Evercruis 9, Sauzet 5, Moser 4. Patrice Serrault et Bruno Germain 2, Emmanuel Amorose, Didier Deschamps et Abdoulaye Diallo 1 but. Autrement dit, on vient de voir le but de l'année de Didier Deschamps. Ouais, but de la seul tête, but. Ouais. Il y avait aussi dans cet effectif marseillais des joueurs comme Coé, comme Michiche, Philippe Thies, Karl-Heinz Foster. Qui je pense a été blessé en début de saison et qui n'a pratiquement pas joué. Parce qu'imaginer une défense centrale Moser-Foster, c'est quand même... je crois pas qu'on puisse... On ne pouvait pas faire mieux, je crois, en Europe, quoi. Si, peut-être Baresi, Costa Curta à l'époque. Franco Baresi, qui lui aussi était un très grand joueur, très grand défenseur. Il y avait aussi Bernardet dans cette équipe olympienne. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des réserves, hein, entre guillemets, les réserves, qui étaient pas mal quand même. Je crois qu'il y avait Murat aussi. Oui, Murat, bien jeune, sûr, qui était présent dans cette équipe olympienne. Qui a fait quelques matchs d'ailleurs. Oui. Une saison, donc, on vous le dit et on vous le répète, où l'OM sera champion de France et où la grande déception, hormis la Coupe d'Europe dont on a déjà parlé, restera cette demi-finale perdue face au Racing Club de Paris, ici même au stade Vélodrome. Vous l'évoquiez, Dédé, pourtant une équipe de Paris que l'OM avait battu largement 4-1 au stade Vélodrome.
Une équipe de Paris qui était déjà reléguée en deuxième division et qui était venue créer l'espoir ici au stade Vélodrome. Et à la fin de cette partie, Bernard Tapie avait annoncé une grande lessive dans l'effectif. Il n'aimait pas les défaites, Bernard Tapie. Et c'est vrai que, pour l'anecdote, c'est vrai qu'on se souvient que durant cette demi-finale, eh bien, les Marseillais, les supporters olympiens avaient vraiment réservé une ovation à Pascal Olmet, le gardien du Racing Club de Paris. Il ne s'était pas trompé, les supporters marseillais, puisque vous savez, après il signera à l'OM. À Marseille, on aime bien les joueurs, que je vais dire, ne vous méprenez pas, un petit peu fous, mais fous au bon sens du terme, c'est-à-dire ceux qui font un spectacle. Alors, vous savez qu'une des grandes spécialités d'Olmeta était de sortir de ses 18 mètres, de partir en dribble. Puis en plus, c'était un gardien de but spectaculaire qui adorait les plongeons et tout comme ça. Donc, ça plaît ça au public marseillais. C'est ce que je disais tout à l'heure, la part individuelle du football avec ces coups alors, plutôt que de folie, on peut dire coups de génie des footballeurs. Donc, ils sont très sensibles à ça. Le public marseillais est un public de latin plus latin, quoi, latin de chez latin, et donc ça on adore. C'est pour ça qu'on a aimé les Manusson, qu'on a aimé les Papin, qu'on a aimé les Waddle, qu'on a aimé des joueurs comme ça qui ont un jeu qui sort tout à fait de l'ordinaire. Il n'y a rien de plus triste qu'une équipe qui joue selon un schéma tactique et puis qui n'en sort jamais, quoi. Alors que là, il y avait l'organisation, bien entendu, mais il y avait le reste, quoi. Lorsqu'il a le ballon au pied, Waddle, personne ne sait trop ce qu'il va faire et vraisemblablement même pas lui, quoi, à la seconde précise. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va faire un dribble de plus? Est-ce qu'il va tirer? Et c'est ce qui fait le charme du football. Et Chris Waddle, là, il a réussi un superbe centre pour Philippe Vercruis. Un petit peu trop court, le milieu de terrain olympien. Et les Mulhousiens, après cette réduction du score, je vous le rappelle, signé Denis Stéphan. Ils subissent maintenant à nouveau l'offensive marseillaise, les Olympiens qui se sont réveillés. Il faut se méfier, hein, notre deuxième but de cette équipe alsacienne. Et la partie est relancée. Didier Deschamps, 1-2 avec Chris Waddle. Didier Deschamps qui frappe et la superbe parade signé Philippe Sens. Qui peut en angle fermé Didier Deschamps. C'était difficile. Ça fait la deuxième fois qu'il sollicite Waddle pour un 1-2. La première fois ça n'avait pas marché. Là Didier Deschamps il a pris le dessus. Il a bien fait de frapper car il n'y avait absolument personne au centre. Corner. Et les Mulhousiens qui peuvent se dégager. Mais même dans l'attitude des Mulhousiens, on voit bien que ils savent, hein, que c'est pratiquement une mission impossible. Et je ne vais pas dire qu'ils sont contents d'avoir perdu que 3-1. Bon, d'abord, il reste encore presque une demi-heure, pas tout à fait, mais 20-25 minutes à jouer. Mais on voit bien qu'ils ne se lancent pas à corps perdu dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'en prendre encore 2 ou 3. On a vu que les Olympiens ont des occasions, même s'ils ne les mettent pas au fond. Donc, vous savez, pour le moral d'une équipe, il vaut mieux perdre 3-1 au Stade Vélodrome que perdre 6-1 ou 7-1. Donc, cette équipe de Mulhouse, j'ai presque envie de dire qu'elle est contente de gérer ce résultat, même si Didier Noto, qui est un meneur d'hommes, Didier Noto, on connaît son tempérament de battant, et aimerait voir son équipe un petit peu plus ambitieuse et tout. Mais bon, c'est carrément une mission impossible. En tout cas, il y a eu un deuxième changement. Durant cet arrêt de jeu, on va suivre tout de même cette action de Mulhouse. Avant de vous donner le nom, c'est Blaž Siskovic qui est sorti et il a été remplacé par Jean-Michel Peugeot. Il n'a pas été à la fête, l'attaquant mulhousien, dans cette partie. Pourtant, vous parliez en début de retransmission de son talent, de sa frappe de balle. Oui, mais c'était pas un très, très courageux quand même. Hein. Et là, il a eu beaucoup de mal dans cette partie. C'est un talent qu'il a gâché largement parce que je pense que Siskovic ne méritait pas de terminer sa carrière française, en tout cas à Mulhouse. Il avait joué à l'OM et il avait le talent pour jouer dans les plus grands clubs français ou même européens, mais
c'était pas encourageux. Il faisait un petit peu du football en dilettante, quoi, hein, histoire de gagner sa vie, mais bon, il en faisait pas une maladie, quoi. Il y a des joueurs comme ça qui se laissent aller volontiers dans une espèce de ronron. Ils s'en rendent pas compte, mais ça les empêche d'être brillants et de gagner sûrement plus d'argent qu'ils en ont gagné, et surtout d'avoir une réputation footballistique bien plus grande que celle qu'ils ont. Et malgré ce, Sliskovic était considéré. Et si vous parlez aux supporters marseillais de l'époque de Bacca, ils se souviennent tous de Sliskovic, parce que c'est vrai que surtout lors de ses premiers matchs avec l'OM, il s'était montré son avantage, notamment par la précision de ses frappes, par sa façon de distiller des bons ballons à ses partenaires. Mais c'est comme ça. Waddle. Toujours ses feintes de corps. Préfère revenir derrière avec Amoros Tigana. D'ailleurs, supposer que Waddle ne soit resté que 3 mois à l'OM, et les supporters diraient aujourd'hui, vous vous souvenez de cet Anglais qu'on avait pris là, un clown là, un peu gros et tout, parce que c'est vrai qu'il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et maintenant, parler de Waddle supporter, il se pâme, rien que en attendant de prononcer son nom, parce que bon, on l'a vu, hein, c'est pas la peine de faire un essai, ce qui fait, je vous dis, un pédibulateur de génie. C'est une qualité innée de dribbleur comme ça. C'est pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Vercruis, Francescoli, l'Uruguayen, petit ballon piqué qui n'arrivera pas à destination. Et Jean-Pierre Papin, il n'est pas signalé hors jeu. Et la bonne sortie de Philippe Sens une nouvelle fois, le portier mulhousien qui évite le 4e but. Et ce qui aurait été le doublé pour Jean-Pierre Papin dans cette partie. On le voit, il n'est pas du tout hors jeu, Jean-Pierre Papin. À la limite. Alors le problème, on se rend compte en regardant ces matchs que les attaquants de l'OM, aussi doués fussent-ils, en ont loupé beaucoup d'occasions. Mais ils en ont marqué tellement de buts aussi. Ces dernières années, c'était un petit peu le contraire. Ils rataient des occasions, mais ils ne marquaient pas beaucoup de buts. Donc c'est beaucoup plus visible. Parce que tous les supporters du monde vont excuser à Papin. Là, on vient de voir en quelques minutes 2 occasions loupées par Papin. Celle-là, et puis la reprise sur le centre de Deschamps tout à l'heure. Mais que voulez-vous qu'ils disent à Papin? Il a marqué 30 buts dans la saison. Ils peuvent toujours lui dire, si tu avais été un peu plus à droite, tu en aurais marqué 35. Mais bon, quand tu marques 30 buts, il n'y a rien à dire. Waddle, oh, c'est la barre transversale qui vient sauver Philippe Sens. Ça se précise, hein, devant les cages du gardien mulhousien. L'OM qui, à 3 reprises, là, aurait pu inscrire un 4e but. On revoit ce centre de Waddle. La touche, je et crois. La touche, oui. Sinon, je pense qu'elle plonge. Elle va peut-être sur la tête, ouais. Je crois, qui c'était Francescoli Vercruis, si je n'ai pas fait attention. C'était un but, alors là, immanquable. Le joueur n'aurait plus qu'à faire oui de la tête pour marquer le but. Sens la détourne sur sa transversale. Une nouvelle grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. Ils en sont conscients, les Mulhousiens, hein, que bon, ils ont réduit le score, mais ils auraient pu en prendre 3 ou 4 derrière. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas flamboyants. Hein. Didier Deschamps, auteur du 3e but olympien en première période. Les hommes de Gérard Gilly qui ont bouclé l'affaire en 30 minutes. Tigana. Amoros avec Didier Deschamps. Regardez, ils ne sortent pas les joueurs de Mulhouse. Ils sont là, ils protègent leur but. Ils pensent plus à protéger leur but qu'à aller porter le danger vers Rousseau. Chris Waddle. Attention, centre une nouvelle fois de Waddle. Joué avec Francescoli. Il met les dos au but, l'Uruguayen. On perd pas le ballon. Jean Tigana. Franck Sauzet. Alors là, mécontentement sur les travées. Comment? Nous sommes dans les 18 mètres de Mulhouse. En 3 passes, on donne un ballon au gardien de but. Ça ne se fait pas quand on s'appelle l'OM et qu'on domine la situation. On a vu tout de suite la bronca du Vélodrome. Allez, on revient tout de suite dans le camp mulhousien avec Waddle. Le centre, Chris Waddle. Oh, ça a failli marcher. Ce crochet intérieur.
Ils ne savent plus où donner de la tête là, les défenseurs mulhousiens. Heureusement Philippe Sens vient capter ce ballon. JPP, ce ballon n'arrivera pas à destination. Ah, heureusement qu'on n'a pas les statistiques hein, du ballon conservé dans les pieds, car vraiment il y a une large domination du côté de l'Olympique de Marseille. C'est du 70-30 oui. Grosso modo. Ils auront beaucoup couru après le ballon, les Mulhousiens. On vous le rappelle, un match des extrêmes, l'OM premier au classement, Mulhouse dernier. La différence est vraiment visible ce soir, en ce 28 avril 90 au stade Vélodrome. Les Mulhousiens se battent avec leurs armes. Je ne pense pas que Didier Noto espérait glaner des points face à l'OM à cette époque-là. Il espérait jouer son maintien face à d'autres équipes que l'Olympique de Marseille, où il savait que ça allait être très difficile, car les Mulhousiens connaîtront la défaite à 2 reprises face à l'OM, 2-1 en Alsace, et pour l'instant 3-1, mais la partie est loin d'être terminée. Il reste encore un bon quart d'heure à jouer et les Mulhousiens peuvent inscrire un deuxième but, comme ils peuvent en encaisser un quatrième. On l'a vu à de nombreuses reprises par l'intermédiaire des attaquants olympiens. Attention à ce centre, c'est pas fini, c'est bien joué, et la reprise qui s'envole au-dessus des cages de Pascal Rousseau. On a vu une bonne action offensive de la part des Mulhousiens, bien construite. Ils essayent. Enfin, sans grande conviction. Pas convaincu hein, Non, c'est une grande conviction. On dirait que les Marseillais ont aussi un petit peu levé le pied là. Hein. Ça devient... Sur le centre, une nouvelle fois, tête mulhousienne qui vient dégager ce ballon. Didier Deschamps commençait déjà à ratisser beaucoup de ballons, hein, Didier Deschamps. Puis là on a vu que même du droit, Waddle centrait parfaitement bien. Hein. Il avait les 2 pieds le bougre. La différence avait une nouvelle fois été faite sur ce côté. Et la partie vraiment qui a baissé d'un ton. Un public exigeant toujours, qui en demande toujours plus, qui siffle un tout petit peu. Bon, ils sont contents, hein, les supporters marseillais. L'OM gagne 3-1. Mais enfin, ils aimeraient bien un 4e, et puis pourquoi pas un 5e. Dans le fond, ils sont là pour voir des buts, pour voir du spectacle. Et ils ne savent pas se contenter de 3-1. Ils se disent que cette équipe de l'OM est bien plus forte que celle du Mulhouse. Là, on a vu la puissance physique de Carlos qui a protégé son ballon, et le Mulhousien qui essayait de le bousculer, qui s'est retrouvé lui à terre. Ouais, c'est le Moine qui fait remarquer qu'il y a peut-être une faute de Carlos Muller. Il fait un petit peu du coude, mais enfin, il n'a pas donné un coup de coude. Hein, il a passé son bras devant. Difficile de siffler quelque chose contre le défenseur de l'OM. Pour l'instant, Gérard Gillet n'a effectué aucun changement. Toujours les 11 titulaires du départ qui sont présents sur cette pelouse marseillaise. En réalité, le seul joueur qui vraiment fera plus de rentrées dans cette équipe olympienne, c'est Bruno Germain.
qui sera souvent utilisé au milieu de terrain. Oui, précieux surtout lorsque l'OM n'était pas assuré de dominer la rencontre. Alors précieux pourquoi? Parce qu'il pouvait être dangereux offensivement par son jeu de tête, le même jeu de tête qui servait beaucoup à l'équipe au niveau défensif, quoi. Donc Germain était un garçon qui comptait à l'OM, qui comptait. D'ailleurs, il a été adopté très très vite par le public marseillais. Il avait quitté Toulon par rapport à une espèce de bras d'honneur qui avait été adressé au public toulonnais. L'OM l'avait récupéré et il s'est très vite adapté. Les Marseillais aiment bien aussi ces joueurs dits de devoir, hein. Alors je ne veux pas dire porteur d'eau, hein, c'est parce que ce n'est pas le cas. Germain avait suffisamment de talent pour jouer dans n'importe quelle équipe française, d'ailleurs on l'a bien vu après. Mais là il avait été adopté par le public qui aime bien ces combattants, ces garçons jamais battus. On le dit, hein, on entend souvent dire par les supporters, nous ils perdent, c'est pas grave, l'essentiel c'est que nos joueurs mouillent le maillot. Germain était le style de joueur à mouiller le maillot. Il marquera 2 buts Bruno Germain dans cette saison. Et 2 buts de la tête, bien sûr. Oui. Priou qui va récupérer le ballon. Il réussit à centrer. Bon centre de Priou, c'est difficile à faire. Là. Mauvais renvoi de Rousseau, alors là c'est toujours pareil. Et la bonne sortie, nouvelle fois du portier olympien. Donc première erreur annulée par cet arrêt. Mais imaginez 2 minutes que le Mulhousien marque sur cette mauvaise relance de la main de Rousseau et hop, nouvelle polémique sur le gardien de but. Ah, c'était très compliqué cette année-là pour les gardiens de but. Et je crois que finalement, ils se sont tous mis à douter, quoi. Sauzé. Rose. Waddle. Ils sont 3. Il n'est pas passé cette fois-ci, Chris Waddle. Et Gentilgana qui vient au pressing. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il a voulu faire, le défenseur mulhousien en tout cas. Pas vraiment. Il a réussi une transversale. Mais on voit quand même la supériorité marseillaise, c'est que l'attaquant de pointe mulhousien, Priou, est souvent dans son camp. Et là, curieusement, on entend le public marseillais qui encourage l'équipe de Mulhouse. Mais c'est bidon, hein. Je vous rassure tout de suite, ils préfèrent que ce soit l'OM qui attaque. Mais c'est une forme de raillerie par rapport aux Olympiens. C'est une façon de leur faire passer un message en disant allez, puisque vous ne voulez plus marquer de but, là, que vous dormez sur vos lauriers, nous on va encourager les adversaires qui sont nettement moins forts que vous, mais qui mettent un petit peu plus de cœur à l'ouvrage. Donc, vous savez, il est malin le public marseillais. Comme tous les publics du monde d'ailleurs. On ne va pas faire une exception. La grosse différence entre le public marseillais et les autres publics, c'est qu'à Marseille, il existe, quoi. Et qu'il y a bien des villes où il n'y est pas. Encore que des villes comme Lens, comme Saint-Étienne, ont un public remarquable qui soutient leur équipe. Et le contre avec Priou, retenu un petit peu par le maillot. Petit carton peut-être pour Moser. Peut-être, non. C'est marrant, hein, il ne devait pas encore y avoir les consignes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la même faute, c'est peut-être le carton rouge s'il est considéré comme étant non, il n'est pas dernier défenseur de toute façon. Retenu par le maillot. Je ne vois pas pourquoi le public râle, hein, entre nous. Hein. Ouais. Alors, carton ou pas carton? Il n'y a pas eu de carton, hein, me semble-t-il, sur cette action. En tout cas, ça. Le ballon qui est impeccablement capté par Pascal Rousseau. C'est quand même marrant et ça devrait quand même intéresser les responsables du corps arbitral.
On a bien vu que les arbitres étaient beaucoup plus cléments, je veux dire, qu'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez vu des actions violentes dans ce match? Non, c'est vrai que tout est resté... Non, aucune. Donc est-ce que par hasard la sévérité des arbitres ne serait pas préjudiciable au fair play des joueurs? C'est-à-dire, est-ce que ça énerve pas tout le monde finalement? Alors je ne sais rien, je dis ça comme ça, peut-être qu'il n'y a plus les mêmes intérêts, peut-être, etc. Je ne sais rien. Mais là, on voit un match, pourtant, de l'équipe de Mulhouse qui est en danger et qui était venue un petit peu pour sa survie, une équipe de l'OM qui joue le titre. On a vu quoi? On a vu Moser là retenir un joueur pour le maillot, mais c'était pas dangereux pour le joueur. C'est une faute d'anti-jeu, mais c'était pas dangereux. Et on n'a pas vu de tacle par derrière, on n'a pas vu de. Pourtant, il y a des joueurs comme Amoros et Dimico qui n'avaient pas la réputation d'être particulièrement détendres. Mais bon, je le dis et je le répète, le football est un sport de contact. Et c'est pas parce que vous faites un tacle dans les règles de l'art que vous êtes un assassin. Remarquez, il vaut mieux attendre la fin parce qu'il suffit qu'on dise ça pour qu'aussitôt il y ait un tacle assassin. Mais bon, en règle générale, j'ai trouvé ce match très correct. Fort correct au niveau de l'engagement physique. Toujours pas de carton jaune. En revanche, au niveau des buts, Jean-Pierre Papin qui est devancé par la sortie de Philippe Sens. Au niveau des buts, l'OM mène 3-1. Francescoli, Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps. Alors, je ne suis pas sûr que la même action aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Papin aurait sauté. Parce que maintenant, les arbitres partent du principe que lorsqu'un attaquant est déséquilibré par un gardien de but, il y a pénalty. Or là, il est évident que si Papin s'était laissé aller dans sa course normalement, il percutait le gardien de but et tombait. Mais il faut dire que le gardien de but avait la balle déjà et que le rôle d'un gardien de but, quand même, s'emparer du ballon. Et de nos jours, ça a un petit peu évolué. Ça, à mon avis, pas dans le bon sens. J'en veux pour preuve, par exemple, le pénalty accordé aux Parisiens contre Rougnier. Lorsqu'il est allé s'emparer de ce ballon et que Ogbéché, qui avait un temps de retard pour ne pas dire 2, est venu s'empaler sur Rougnier, l'arbitre a sifflé pénalty. C'est de la folie. Je veux dire, comment peut-on réprimander un gardien de but pour s'être couché sur un ballon? C'est ensuite le rôle de l'attaquant qui a du retard de l'éviter et pas de lui rentrer dedans. Il y a des trucs qu'il faudra revoir quand même. J'ai quelquefois l'impression, bien sûr je ne vais pas me faire des amis, que les arbitres n'ont jamais joué au football et qui font les règles du jeu, qui les appliquent à la lettre mais pas sur le fond et la forme. On sent bien quand un joueur tacle avec l'intention de faire mal ou quand il tacle dans le feu de l'action. Alors même en taclant dans le feu de l'action, ça peut être dangereux, mais si la faute n'est pas, qu'on ne sent pas de l'agressivité, de la violence gratuite, il ne faut pas sanctionner, il faut pas, sauf évidemment pour les tacles en arrière, les deux pieds levés ou les machins comme ça, là je suis d'accord. Je parle des tacles sur le côté, alors il est toujours difficile de dire si le joueur était vraiment derrière ou tout. Non, le sport, le football reste un sport de contact. En tout cas, l'arbitrage devra sûrement évoluer une nouvelle fois au fil des années. Mais oui, parce que les joueurs l'ont compris, ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de simulations. Les joueurs ont très bien compris que les arbitres étaient sensibles à ces formes de tag et tout. Alors que se passe-t-il? Il suffit qu'un joueur tente un tacle sur le côté pour que vous voyez l'attaquant. Alors le grand spécialiste cette année, ça a été Fiorez, tout au moins en début de saison. Et moi je trouve ça assez regrettable parce que c'est donner la prime à la malignité et à la ruse, mais pas la ruse dans le bon sens, à la ruse dans le mauvais sens. En tout cas, de ruse, il n'y en a pas sans cette rencontre entre l'OM et Mulhouse. Et les 22 acteurs se livrent à fond. Et pour l'instant, la différence est faite dans ces 4 dernières minutes de cette partie. Où je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, l'OM mène 3-1. Nous sommes le 28, voilà, le 28 avril 90. Le tableau d'affichage vous l'indique. L'OM qui se dirige vers une nouvelle victoire. Grosso modo une demi-heure, puisque je crois que Deschamps a marqué à la 34e. Donc, c'est la spécialité des hommes de Gérard Gillet. Puisque Francescoli avait ouvert le score à la 4e. Donc de la 4e à la 34e, ça fait une demi-heure. Une demi-heure, l'OM a assuré sa victoire. Oui, c'était un petit peu la spécialité des Marseillais qui attaquaient toujours très très fort les rencontres pour faire rapidement la différence. On avait vu face à Montpellier, face au Racing Club de Paris dans cette année-là. Face à Lille. Face à Lille aussi. Et souvent, toujours Papin comme détonateur.
ou le premier ou le deuxième but, ou les deux premiers, ou, enfin bref. Ouais, Marseille qui avait réussi de jolis cartons cette année-là à domicile. Et les Toulousains doivent s'en souvenir, ils avaient pris un 6-1. Sochaux avait pris aussi un 6-1 avec, si je me rappelle bien, un triplé ou un quadruplé de Jean-Pierre Papin face à Sochaux qui avait pris 6 buts. Toulon en avait pris 3. Ils en avaient pris 4 à Mayol au match aller, les Toulonnais. Et l'OGC Nice, les voisins niçois, en avaient pris 3 aussi au stade Vélodrome. Ben, pratiquement, si je comprends bien, l'OM avait marqué pratiquement au moins 3 buts à chaque match à domicile. Ouais. Peut-être pas à tous, mais 42 buts marqués pas mal quand même. à domicile. C'est vrai que c'est une bonne moyenne pour les hommes de Gérard Gilly. On comprend que les supporters marseillais étaient heureux du spectacle affiché au stade Vélodrome. Et le pressing marseillais. L'arbitre qui laisse jouer. Alors qu'on va rentrer dans les arrêts de jeu de cette partie. Et Franck Sauzet qui relance peut-être pour la dernière fois cette équipe marseillaise. Vercruis qui rejoue avec Sauzet. Le ballon qui sera beaucoup trop profond. Et les spectateurs du stade Vélodrome qui quittent l'enceinte. L'OM va remporter une nouvelle victoire ici au Vélodrome. C'était pas une surprise. Hein. Non, on attendait cette victoire, mais surtout elle était très importante. On vous le rappelle pour l'obtention du titre de champion de France, puisque par la suite Bordeaux commettra un faux pas et l'OM deviendra champion de France 89-90. Oui, malgré, me semble-t-il, une dernière défaite au stade Vélodrome. Face à Lyon, 1-0. Voilà l'arbitre qui siffle la fin de cette partie. Score final 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Très bonne soirée à notre compagnie.